Ok, alors maintenant on va voir le chapitre 6, la justice révolutionnaire en temps de guerre. Grand 1, la justice révolutionnaire en temps d'exception. A, les organes de la justice révolutionnaire. La principale juridiction pour juger des crimes est le tribunal criminel extraordinaire, aussi appelé tribunal révolutionnaire. Il est mis en place par décret du 9 mars 1793 sous convention. Cela dit, il n'est pas le seul organe de la justice révolutionnaire d'exception. En effet, ce tribunal connaît des extensions en province. Petit 1, le tribunal criminel extraordinaire. Cette juridiction est composée de 5 juges et de 12 jurés. Cependant, à la différence des juridiques répressives, ici, juges et jurés ne sont pas élus par le peuple. En effet, ils sont désignés par la Convention sur proposition du Comité de salut public. La compétence de ce tribunal est définie par la loi du 10 mars 1793, en des termes particulièrement larges. En résumé, ce tribunal doit connaître de tout ce qui peut porter atteinte à la République française et à ses idéaux. Puis, la guerre et la misère se développant, des incriminations de nature économique apparaissent. Le tribunal sanctionne l'accaparement de denrées et le dépassement du prix maximum fixé par la loi. On interdit la spéculation. Enfin, une loi du 13 mars 1794 permet d'incriminer la promotion d'idées anti-républicaines. Le temps passant, l'activité de ce tribunal s'intensifie régulièrement. Au mois de septembre 1793, ses effectifs sont ainsi renforcés. Désormais, le tribunal compte alors 16 juges et 60 jurés, et l'accusateur public est doté de 5 substituts. Le tribunal criminel extraordinaire fonctionne alors avec 5 sections en parallèle. Après la chute de Robespierre, le tribunal est maintenu pour juger de ses partisans. Les effectifs du tribunal sont alors ramenés à 12 juges et à 30 jurés, les jurés étant renouvelés tous les 3 mois. Finalement, ce tribunal criminel extraordinaire juridictionnel est supprimé en prérale de l'an 3 du calendrier révolutionnaire. Petit 2, les organes provinciaux de la justice révolutionnaire. Depuis la fin du mois d'août 1792, les tribunaux criminels départementaux ont pour compétence de juger les infractions politiques. Lorsque le tribunal révolutionnaire est institué, il y a un conflit de compétences avec les tribunaux criminels départementaux jamais résolus. À côté de cela, l'initiative fut prise de mettre en place des tribunaux révolutionnaires locaux. Les tribunaux ainsi installés sont copiés sur celui de Paris, que ce soit pour leur composition ou par leur fonctionnement. Toutefois, plusieurs lois entre Frimaire et Floréal de l'an 2 tentent de mettre fin à ces tribunaux révolutionnaires locaux mais sans succès. Enfin, dans les régions où gronde l'insurrection vendéenne, apparaissent des commissions extraordinaires, les commissions populaires. Elles sont là pour juger les insurgés pris les armes à la main. B. La procédure devant la justice révolutionnaire. Une loi du 29 août 1792 fixe les règles générales à la procédure criminelle extraordinaire. Cette procédure est très similaire à celle du droit commun. Ainsi, l'établissement des faits et la décision de culpabilité revient toujours au jury criminel. Quant au prononcé de la peine, il reste également de la compétence des juges de jugement. Enfin, l'accusation est soutenue par un accusateur public. La différence majeure avec la procédure criminelle ordinaire réside dans l'absence de recours possible. Aussi, les juges et les jurés du tribunal révolutionnaire ne sont pas élus mais nommés par la Convention. Ce sont les comités de salut public et de sûreté générale qui proposent leur nom à l'Assemblée. Enfin, à partir de mars 1793, une procédure sommaire est prononcée à l'encontre des immigrés, ceux qui ont quitté la France lors de la Révolution. Dans ce cas, les tribunaux jugent sans jury les coupables d'immigration. Les immigrés surpris sur le territoire national sont déférés devant le tribunal criminel extraordinaire. Celui-ci se contente de constater la qualité d'immigré de l'accusé et la condamnation à mort est exécutive dans un délai de 24 heures. Aucun recours n'est possible devant cette juridiction. Dès le mois d'octobre 1793, le tribunal criminel extraordinaire est surchargé. Une disposition lui permet, sur autorisation du jury, de limiter la durée des débats à 3 jours. En juin 1794, une loi du 22 prairial de l'an 2
restreint à l'extrême les droits de la défense. Pour accélérer les débats, le tribunal peut désormais passer outre l'audition des témoins. Les épreuves morales suffisent pour se prononcer sur la culpabilité de l'accusé. Cette preuve morale peut se constituer par la qualité antérieure de la personne. De même, un simple comportement jugé tiède vis-à-vis de la Révolution peut suffire à condamner. Petit 2. La fin de la période révolutionnaire sous le Directoire. A. Le déclin de l'élection. L'élection est le grand acquis révolutionnaire en matière de désignation des juges. Sous le Directoire, cet acquis régresse au profit d'une nomination par le pouvoir exécutif. Pour ce faire, le Directoire met en œuvre plusieurs stratégies. Tout d'abord, pourvoir des postes qui se retrouvent vacants. Une loi du 21 niveaux de l'an 4 donne pouvoir au Directoire de nommer des juges pour en remplacer d'autres. C'est le cas lorsque leur prédécesseur décède, démissionne ou met fin à ses fonctions pour toute autre cause. Dans le cadre normal des élections et par le procédé de la confirmation, en marge de tout texte, le Directoire s'autorise à confirmer le vote des électeurs. Le refus de la confirmation empêche l'institution du juge élu. À côté des juges, les représentants du ministère public sont toujours désignés par l'exécutif. Toutefois, à la différence des commissaires du roi, les nouveaux agents ne sont pas inamovibles. Au contraire, ils peuvent destituer à tout moment par l'exécutif qui les a nommés. B. L'évolution du tribunal de cassation. 1. L'évolution en matière d'organisation. Selon la Constitution de l'an 3, le tribunal de cassation comporte 50 juges élus. Le tribunal de cassation est divisé en 3 sections. La chambre des requêtes, la chambre civile, la chambre criminelle. Le parquet est composé d'un commissaire du gouvernement assisté de substituts. 2. L'évolution en matière de rôle. Désormais, il appartient au tribunal de cassation de se prononcer sur les sanctions disciplinaires encourues par les juges. C'est donc lui qui déclenche les poursuites pour forfaiture. Aussi, le tribunal de cassation est compétent pour trancher les conflits de compétences entre tribunaux judiciaires. Il sanctionne également les excès de pouvoir de ces derniers, au détriment de l'administration. Enfin, l'évolution la plus importante pour cette Cour suprême reste le référé législatif. Au nom de la séparation des pouvoirs, les juges de cassation jugent anormale l'intervention du législatif. La pratique du référé législatif, alors très utilisée, commence à régresser au profit de l'autorité du tribunal de cassation.